Voilà, donc on va faire ce cours de magnétostatique en comparaison avec l'électrostatique. Donc on va faire un grand tableau dans lequel d'un côté on va mettre les propriétés d'électrostatique, donc du champ E créé par des charges fixes, donc, et puis de l'autre côté, donc on va mettre tout ce qui est magnétostatique. Donc ça va être une analogie qu'on va essayer de poursuivre au maximum, vous allez voir il y a beaucoup de choses à dire. Et donc on va étudier dans ce chapitre les propriétés du champ B, et donc à chaque fois on va le comparer aux propriétés du champ E. Donc principalement à peu près toutes les propriétés vont être parachutées, mais donc ça va tout être fait par analogie. Alors, l'existence d'un champ électrostatique, vous savez que ça se manifeste par la force que cela produit, parce que le champ, on ne le voit jamais. Donc il y a des charges fixes qui vont créer un champ électrostatique E, et si on met une charge test Q, eh bien elle va subir la force Q fois E. En première année, vous avez vu que s'il existe un champ magnétique B, on va voir tout de suite qu'il est créé par des courants permanents, eh bien, il y a aussi une force qu'on appelle la partie magnétique de la force de Lorentz, donc QV, vectoriel, vectoriel B. Donc là, ça signifie que c'est la charge Q qui a une vitesse V et qui est plongée dans un champ magnétique B, et donc elle subit cette force. Plus tard, on verra avec l'étude des champs électromagnétiques que si simultanément vous avez le champ E et le champ B, ce sera la suite du cours, eh bien vous aurez la force totale qui sera la somme des deux contributions, la force électrique et la force magnétique. Donc tout ça pour dire que l'existence d'un champ magnétique se manifeste par l'action de la force. D'accord ? Alors maintenant, on va parler des sources. Quelles sont les sources du champ électrique, du champ magnétique? Alors bien sûr, tout ce qui est champ électrique, ce sont des rappels. Donc les sources du champ électrique, ce sont les charges fixes. Donc les charges fixes, on a vu plusieurs modélisations. On a vu la modélisation volumique. Donc la modélisation volumique, c'était ce qu'on appelle une densité volumique de charge. Donc dans un volume d'étau mésoscopique de l'espace, on a une charge dQ est égale à ρ fois d'étau. Donc on a vu les distributions surfaciques. Donc là, c'était plutôt des plans chargés. Donc sigma est égal à dQ sur ds. On a vu les modélisations linéiques. Donc là, c'était un fil chargé avec une densité linéique de charge. Et puis, bien sûr aussi, on a vu les modélisations ponctuelles. Donc là, des collections de charges. Donc c'était les PI qui portent une charge QI. Et donc, on va voir que en magnétostatique, ce qui va créer le champ magnétique, ce ne sont pas des charges fixes, mais ce sont des courants constants. Donc, ce sont des courants qui créent le champ magnétique. En réalité, un peu plus tard, on verra que les courants n'ont pas besoin nécessairement d'être rigoureusement constants, mais il faut qu'ils soient faiblement variables dans le temps. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'approximation des régimes quasi-stationnaires ou quasi-permanents. J'y reviendrai dans la suite du cours, mais on verra que toutes les lois de la magnétostatique, en toute rigueur, ne sont pas seulement vraies quand les courants sont rigoureusement indépendants du temps, mais il faudra qu'ils soient lentement variables. On précisera cette notion un petit peu plus tard dans le cours. Alors, que va être l'équivalent des courants de la charge volumique, des charges surfaciques cliniques? On va voir qu'il y a des équivalents au moins pour les trois premières catégories ici. Donc ça, c'est nouveau parce qu'on ne l'a pas encore fait. Donc typiquement, on étudiera des champs magnétiques créés par des courants circulant dans des fils. Mais quand on sera en modélisation volumique, ces fils, eh bien, on va tenir compte du fait qu'ils ont un certain rayon, c'est-à-dire le rayon n'est pas nul. Et donc, on définira ce qu'on appelle le vecteur J, le vecteur densité volumique de courant. Et la propriété de ce vecteur J, c'est que son flux à travers la section du conducteur, eh bien, c'est l'intensité I. Donc voilà la définition du vecteur J, c'est une définition. Donc, si vous avez un fil donc, parcouru par un vecteur J, alors ce vecteur J,
pratiquement, très souvent pour nous, il sera uniforme sur la section du fil, mais il pourrait ne pas l'être, hein, il pourrait dépendre, par exemple, de R, la distance au centre de ce conducteur. Bon, donc c'est pour ça que je mets une définition générale avec une intégrale. Donc J, il est en ampères par mètre carré. Ça se voit dans cette définition. Dans les cas les plus simples, I, ce sera J fois S, la section du fil. Alors, ça va nous permettre de définir ce qu'on appelle un élément de courant. Donc, en magnétostatique, l'analogue de la charge dQ qui produit le champ électrostatique, eh bien, c'est ce qu'on appelle l'élément de courant. Ce n'est pas une définition qui est officiellement au programme, mais on peut la donner parce qu'elle permet d'unifier un peu toutes les modélisations volumiques, surfaciques, linéiques. Donc ce qu'on appelle l'élément de courant, c'est DC égale à J d'étau. Alors qu'est-ce que c'est que d'étau? Eh bien d'étau, ce serait un petit volume ici de fil, hein, donc par exemple de longueur DL sur une section S. Vous voyez, sur une section S du fil. Et donc c'est la définition, hein, c'est une définition qui est parachutée. Donc on peut dire que c'est la source élémentaire du champ magnétique au même titre que dQ est égal à ρ d'étau et la source élémentaire du champ électrostatique. Donc un élément de courant en norme, c'est en ampères mètres. Et ça, vous allez voir que ça se retrouve dans toutes les modélisations surfaciques, volumiques et linéiques. Donc ce n'est pas des définitions qui sont vraiment indispensables, mais c'est pas mal quand même de l'avoir vu. Alors, donc, on a défini le vecteur J par son flux. Alors, bien sûr, il y a les analogies avec la diffusion thermique. On avait déjà mentionné ça quand on avait parlé de la résistance thermique, etc. Hein, donc, bon, on pourra en reparler plus tard. Donc, c'est le vecteur J. Alors maintenant, l'équivalent de la densité surfacique de charge, eh bien, ce sont des courants qui sont localisés sur des surfaces. Alors, ça aussi, c'est une notion qui est un peu limite par rapport au programme. Donc, je vais la passer rapidement, puis on la verra plus en exercice. Donc, JS, c'est ce qu'on appelle un courant surfacique. Alors, vous voyez la grande différence, et ce qui est un peu plus difficile en magnétostatique par rapport à l'électrostatique, c'est que les sources du champ magnétique, ce sont des vecteurs, alors que les sources du champ électrique, ce sont des scalaires, puisque ce sont les charges. Vous voyez, donc ça, c'est un petit peu plus délicat à manier. On va voir, c'est pour ça qu'on fait généralement la magnétostatique après l'électrostatique, parce que les sources du champ, ce sont des éléments de courant qui sont des vecteurs. Donc, c'est toujours un peu plus délicat que les scalaires. Alors, JS, eh bien, on verra qu'en réalité, JS, c'est la limite de J fois l'épaisseur. En réalité, ce truc-là a une certaine épaisseur petit e, hein, si je fais un zoom dessus, quand cette épaisseur tend vers 0, et donc que la densité volumique de courant, le vecteur J, tend vers plus l'infini. On avait vu un peu l'analogue avec sigma qui était la limite du produit ρ fois E. Hein, je ne sais pas si vous vous souvenez, sigma, c'était la limite du produit ρ fois E quand E tend vers 0 et donc quand ρ tend vers plus l'infini. On avait vu ça ensemble. Hein, bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus pour l'instant parce que ce n'est pas le but ici, on verra ça en exercice, le passage de la modélisation volumique à la modélisation surfacique. Alors, on a aussi un élément de courant. DC, c'est JS DS. Alors, JS, lui, il est en ampères mètre moins 1. Hein, et donc JSDS, on verra, DS, c'est un petit élément de surface sur la surface qui porte les courants. Ça, c'est aussi en ampères mètres. Voilà, ça, c'est du bonus. Hein, je le dis tout de suite, ce n'est pas exigible. Normalement, on ne doit même pas vous en parler. C'est dit explicitement dans le programme, je crois. Bon, mais je le dis quand même. Et alors, le plus important, c'est le volumique. Hein, donc, c'est ce truc-là. Et puis maintenant, l'équivalent du linéique. Alors, l'équivalent du linéique, c'est probablement le plus important pour vous. Donc, c'est un fil parcouru par ce qu'on appelle un courant filiforme. Donc, le courant filiforme, c'est quand on fait tendre le rayon du fil vers 0. C'est-à-dire qu'on considère des fils qui ont un rayon... Oui ? Oui, on va enlever la flèche ici. Tu as raison, merci. Alors, le courant filiforme, donc on fait tendre le rayon vers 0. Donc,
on dit il est parcouru par une intensité I, donc qui est en ampères, évidemment. Alors, l'élément de courant, DC, ce sera I dl. Donc, dl, c'est simplement un élément, un petit vecteur tangent au fil. Donc, IDL, vous voyez, c'est encore en ampères-mètres. Alors, ce qui est intéressant dans ces trois définitions, on va voir le passage des courants volumiques aux courants linéiques. Ça, c'est peut-être intéressant que vous voyez qu'en réalité, de la même manière qu'on avait fait le passage de lambda à rho, je ne sais plus si on l'a fait ou pas d'ailleurs dans l'exercice, que lambda, c'était la limite du produit rho fois la section du fil. Quand la section tend vers 0 et que ρ tend vers plus l'infini, il me semble qu'on l'avait fait quand on a fait l'électrostatique, et bien de la même manière, on va voir le passage des courants volumiques aux courants filiformes, qu'en fait c'est la même chose. C'est-à-dire si vous avez des courants volumiques, donc là je suis toujours en magnétostatique, donc vous avez un courant volumique, donc ça veut dire que vous avez un fil qui a une certaine section S, qui n'est pas nul, avec un vecteur J à l'intérieur. Donc on avait dit qu'on isolait mentalement un petit volume d'étau pour définir l'élément de courant DC est égal à J d'étau, et que ça c'est la source élémentaire du champ magnétique, ce sont les courants qui créent les champs magnétiques. De la même manière, regardez, quand vous êtes en modélisation filiforme, vous faites tendre la section du fil vers 0, et vous pouvez isoler mentalement donc le même élément de longueur, donc dl, sur le fil. Alors pourquoi est-ce que ces deux modélisations, ça c'est quand même intéressant de le remarquer, que J d'étau c'est la même chose que IDL? Eh bien parce que, regardez, en fait, J d'étau, ça n'est rien d'autre que J multiplié par S multiplié par dl. Vous voyez, parce que le volume de ce petit cylindre, bon, dans la mesure où dl tend vers 0, c'est un cylindre droit. Et puis, vous pouvez vous amuser, j'allais dire, à mettre la flèche sur dl plutôt que de la mettre sur J, parce que, en fait, dl et J sont collinaires, ils sont tangents au fil. Mais qu'est-ce que c'est que J fois S dans la mesure où J est uniforme sur la section? C'est rien d'autre que le courant I. Donc, vous voyez là l'équivalence, en fait, dans la description des courants entre une modélisation volumique et une modélisation filiforme. Voilà, c'est des petits trucs techniques. Ce n'est pas ça l'essentiel du cours sur la magnéto, mais voilà, c'est des petites choses sur les sources des champs. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? En gros, pas grand-chose. Là, je vous ai un peu abreuvé de plein de petites définitions, mais que les sources donc, du champ électrostatique sont des charges fixes qu'on peut modéliser volumiques, surfaciques ou linéiques ou ponctuelles. Alors, je n'ai pas l'équivalent de la charge ponctuelle en magnétostatique, il n'y a pas. Il n'y a que l'équivalent des trois premières modélisations. Donc en magnétostatique, les sources du champ magnétostatique, ce sont les courants que l'on peut modéliser soit par des courants volumiques, soit par des courants surfaciques, soit par des courants filiformes. Et donc associé au courant volumique, vous avez le vecteur J volumique, le vecteur surfacique c'est JS, et les courants filiformes, très fréquents, vous allez voir en magnéto. Donc ce sont des fils dont on fait tendre le rayon vers 0, mais évidemment on sait que quand on fait un zoom, eh bien tous ces fils ont un certain rayon qui n'est pas nul. Alors ça c'était pour parler donc des sources des champs. Alors on va continuer notre analogie en parlant des plans de symétrie et d'antisymétrie des sources. Vous allez voir que cette analogie on peut la mener très très loin. Donc on va parler des propriétés de symétrie des sources du champ, et donc par voie de conséquence, vous savez que les propriétés de symétrie des sources, ça engendre des conséquences sur les propriétés de symétrie sur le champ lui-même. Alors est-ce que vous vous souvenez ce que c'était qu'un plan de symétrie des charges? Parlons des plans de symétrie. Alors les plans de symétrie, la tradition c'est de les noter pi. Donc si vous avez un plan de symétrie pour les charges électrostatiques, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que quand on prend deux points symétriques, les charges sont dq est égal à dq'. Les charges sont symétriques. Et comment était le champ électrostatique par rapport à un plan de symétrie? Il était lui-même, c'est ce qu'on avait appelé un vrai vecteur, il était lui-même, souvenez-vous, la propriété la plus générale,
c'était de dire, non pas il est égal, non pas il est opposé, mais il est symétrique. Donc on prend deux couples de points, P et P', et les champs sont symétriques. Mais ça, c'est une conséquence, c'est une conséquence de la symétrie des charges. Donc on ne commence pas par parler des champs, on parle d'abord des sources, toujours. Et puis un cas particulier de ça, c'était quoi? C'était quand on est sur le plan de symétrie, et je vous rappelle que c'est une conséquence de cette propriété plus générale. C'est ça qui est bien, c'est qu'on en profite pour faire des révisions sur toutes les propriétés du champ électrostatique avec cette affaire-là. Donc vous avez un plan de symétrie et vous savez que le champ électrostatique, par voie de conséquence, sur le plan de symétrie, il est forcément contenu puisqu'il doit être confondu avec son propre symétrique. Ouais, alors mon petit dessin, là, on ne voit pas complètement que c'est symétrique. L'intention est là, mais la réalisation est moyenne. Voilà. Donc, ils sont symétriques. Et donc, ici, c'est contenu dans le plan. C'est une conséquence plus générale de cette propriété. Donc, en tout point d'un plan de symétrie, le champ est confondu. Bon, ça, on l'a utilisé abondamment avec le théorème de Gauss. C'est parfaitement maîtrisé maintenant. Alors maintenant, regardons un petit peu ici. Alors, c'est toujours plus délicat en magnétostatique, mais c'est tout aussi intéressant. Qu'est-ce que c'est qu'un plan de symétrie des courants? Alors, les courants, pourquoi j'ai fait tout le petit paragraphe précédent? Parce qu'ils peuvent être modélisés volumiques, surfaciques ou linéiques. C'est pour ça qu'on va parler de l'élément de courant DC. Et DC, vous prenez ce que vous voulez suivant les situations. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un plan de symétrie? Eh bien, un plan de symétrie, c'est un plan de symétrie pour les... Attention, pour les sources du champ. Alors c'est là maintenant qu'il va bien falloir faire la distinction entre les sources et le champ lui-même. Donc si je dis que j'ai un plan de symétrie, c'est un plan de symétrie des sources. Attention. Donc ça veut dire que DC égale le symétrique par rapport à pi de DC. Donc j'ai fait exprès de dessiner donc deux éléments de courant, donc on apprendra à les reconnaître. C'est un peu plus délicat parce que c'est vectoriel. Vous voyez, quand vous aviez les charges, dire que les charges étaient symétriques, c'était facile parce que il suffisait de dire qu'en deux points symétriques, les charges étaient égales parce que c'était des scalaires. Maintenant, pourquoi c'est plus difficile? Parce que maintenant, les courants, eux, ils sont vectoriels. Mais vous allez voir, sur les exercices, on va apprendre à les reconnaître, ce n'est pas si difficile que ça. Donc, il faut que les éléments de courant soient symétriques. Ça, c'est la définition. Et maintenant, regardez bien les conséquences sur le champ magnétique. Alors, pourquoi est-ce que je fais ce tableau d'analogie? Parce que quand j'ai un plan de symétrie des sources, les champs électrostatiques sont symétriques. Quand j'ai un plan de symétrie des sources en magnétostatique, c'est-à-dire pour les courants, B va être ce qu'on appelle un pseudo-vecteur. C'est-à-dire que c'est assez facile à retenir quand même, parce que toutes ces propriétés, ça va être l'inverse de E. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si les champs E sont symétriques par rapport à un plan de symétrie de ces sources, B, lui, il va être antisymétrique par rapport à un plan de symétrie de ces sources. Donc c'est très facile à retenir. Comment je vous encourage à le retenir? Vous retenez que pour eux, tout se passe entre guillemets comme on l'attend. Si j'ai un plan de symétrie des sources, j'ai un plan de symétrie de E. Mais pour B, c'est l'inverse. C'est-à-dire que, qu'est-ce que ça veut dire maintenant? J'ai toujours mon plan de symétrie, mais maintenant je suis en train non pas de comparer les sources du champ, mais je suis en train de comparer le champ lui-même en deux points symétriques par rapport à ce plan. Et les champs sont antisymétriques. Ça, je vous demande de l'admettre. On n'a plus les moyens de le démontrer. Il fallait la formule de Biot et Savart, qu'on n'a plus. Alors, donc, B, c'est un pseudo... Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Vous vous souvenez ce que ça veut dire antisymétrique? Ça signifie ni égal, ni opposé. Ça signifie... l'opposé, oui, je l'ai entendu, l'opposé du symétrique. Donc, je vais faire exprès de prendre un champ magnétique B ici, en ce point, qui est ni parallèle au plan de symétrie des sources, ni perpendiculaire, pour que ce soit le cas le plus général. Et maintenant,
si je le dessine ici, alors vous savez comment je vous encourage à faire, mettez en pointillé le symétrique, parce que ça, le symétrique, on le voit bien. Et après, vous prenez l'opposé du symétrique. C'est ce qu'on appelle l'antisymétrique. Autrement dit, alors je vais mettre quand même 2 points P et P'. Donc je vais dire que B en P', c'est moins le symétrique par rapport à pi de B. Donc c'est ce qu'on appelle l'antisymétrique. Donc notez-le en dessous. Donc en 2 points symétriques par rapport à un plan de symétrie des sources. Alors c'est là que vous voyez que si vous mélangez tout, si vous n'avez pas compris que quand on parle de plan de symétrie, c'est d'abord un plan de symétrie des sources, et que tout de suite vous parlez du champ, comme j'en ai vu certains en colle hier, tout de suite je leur parle du plan de symétrie, tout de suite ils me parlent du champ en électrostatique. Mais non! Le plan de symétrique, qu'est-ce qu'il faut me dire? Il faut d'abord me parler des sources du champ. Et en électrostatique, quand j'ai un plan de symétrie des sources, ça devient un plan de symétrie de E. Mais maintenant, en magnétostatique, j'ai un plan de symétrie des sources et ça devient un plan d'antisymétrie pour le champ. D'accord? Vous avez bien compris ça? On aura l'occasion de le remettre en place. Mais il faut faire super gaffe. Donc, quand on parle de plan de symétrie, c'est pour les sources. Ça, c'est admis. Mais alors, que se passe-t-il sur un plan de symétrie? Si je suis sur le plan de symétrie, si P est égal à P', alors il faut que le champ soit confondu avec l'opposé de son symétrique. Oh, mais ça, c'est le raisonnement que j'avais fait pour E quand j'étais sur un plan d'antisymétrie des sources. Et quelle est la seule possibilité? C'est d'être perpendiculaire au plan de symétrie. Autrement dit, comment est le champ B en un point de symétrie de ses sources? Il est perpendiculaire. Alors, facile à retenir. Si j'ai un champ E, il appartient à tout plan de symétrie de ses sources. Et si j'ai un champ B, il est perpendiculaire à tout plan de symétrie de ses sources. Vous voyez, c'est tout le contraire. Donc ce sera assez facile à retenir. Si vous avez bien compris pour eux, ce sera tout le contraire. Et maintenant, pour les plans d'antisymétrie, eh bien, ça va aussi être le contraire. Donc on fait on continue notre analogie. Donc toujours à gauche de mon tableau, électrostatique, à droite, magnétostatique. Bon, bien sûr, après, il va falloir apprendre à les reconnaître dans les exercices, mais comme avec le théorème de Gauss, rassurez-vous, on va faire tous les cas classiques ensemble, donc il n'y a pas de problème, vous allez y arriver. Donc maintenant, je vais parler des plans d'antisymétrie. Attention, quand je parle des plans d'antisymétrie, vous pouvez le noter en dessous, c'est pour les sources que je parle, ce n'est pas pour le champ. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un plan d'antisymétrie en électrostatique ? Oh, il n'y en a pas tous les jours en électrostatique, des plans d'antisymétrie. C'est un truc pour lequel les charges sont opposées. dQ' est égal à moins dQ pour tout couple de points par rapport à ce plan. D'accord? C'était ça. Est-ce qu'il y a des questions? Pierre? Ça va? Alors, donc, les charges sont opposées. Maintenant, qu'est-ce que ça va être un plan d'antisymétrie pour les courants? Donc, toujours à gauche électrostatique, à droite magnétostatique. Qu'est-ce que c'est qu'un plan d'antisymétrie? Vous devinez ce que ça va être? Ça va être que les sources du champ magnétostatique par rapport à ce plan vont être non pas symétriques, mais vont être antisymétriques, c'est-à-dire l'opposé du symétrique. Donc, je prends n'importe quel couple de points par rapport à ce plan, on apprendra à les reconnaître. Et les éléments de courant, donc ça c'est l'opposé du symétrique par rapport à pi étoile, plan d'antisymétrique de l'élément de courant DC. Mais les petits dessins parlent mieux que les grands discours. D'accord? Donc les sources sont antisymétriques. Alors, en particulier, regardez ce qui se passe sur le plan. Et ça, c'est une petite astuce que je vous donne, qui vous verrez dans les exercices sera très utile. Que se passe-t-il quand on est sur le plan d'antisymétrie lui-même?
eh bien, les sources du champ, comme DC doit être confondu avec DC', eh bien, la seule possibilité, c'est que si vous êtes sur le plan d'antisymétrie lui-même, les éléments de courant vont transpercer le plan d'antisymétrie. Donc, quand vous avez un plan et que vous vous posez la question, est-ce que ça peut être un plan d'antisymétrie? Eh bien, on verra que quand les éléments de courant sont perpendiculaires à ce plan, éventuellement, ça peut être un plan d'antisymétrie, alors que sur le plan de symétrie, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, hein, mais là, il faudrait que DC' et DC appartiennent au plan de symétrie des sources du champ. Donc voilà, ça c'est une petite astuce. Alors maintenant, je reprends deux points qui sont symétriques par rapport à ce plan d'antisymétrie des sources. Et ce que je vous demande d'admettre, vous devinez ce qui va se passer. Qu'est-ce qui se passe pour un champ électrostatique? Qu'est-ce qui se passe pour un champ électrostatique quand on a un plan d'antisymétrie des sources? C'est aussi un plan d'antisymétrie du champ. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que le champ électrostatique, il est antisymétrique. Et que se passe-t-il si je suis sur le plan d'antisymétrie? Comment est le champ électrostatique sur le plan d'antisymétrie? Ah ben, il n'y a qu'une seule possibilité, c'est qu'il soit perpendiculaire au plan d'antisymétrie quand il appartient à ce plan d'antisymétrie. Parce qu'il faut qu'il soit confondu avec son antisymétrique, avec l'opposé du symétrique. Maintenant, regardons ici. Alors, il y a une propriété que je vous demande d'admettre, c'est tout le contraire de E. Si vous avez bien compris pour E, vous vous dites, ben pour B, c'est l'inverse. Donc, j'ai un plan d'antisymétrie des sources. C'est un plan non pas d'antisymétrie pour B, vous devinez, mais c'est un plan de symétrie pour B. Alors, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire ça. Ça veut dire que en deux points symétriques par rapport à un plan d'antisymétrie, les champs B sont symétriques. Mais alors, qu'est-ce qui se passe sur le plan lui-même? Si je prends un point sur le plan, il faut que ces deux vecteurs soient confondus. Donc, quelle est la seule possibilité? C'est que le champ B appartienne au plan d'antisymétrie. Alors, quelles sont les propriétés les plus importantes? Parce que là, je vous ai abreuvé de pas mal de trucs. Il y a beaucoup de propriétés là, que je mets là qui ne sont pas dans tous les cours. Hein, mais pour bien comprendre, moi, je pense qu'il faut faire tout ça quand même. Parce que parfois, vous savez, vous vous souvenez, par exemple, avec la boîte de Gauss, on était amené à comparer les champs de part et d'autre d'un plan de symétrie ou de part et d'autre d'un plan d'antisymétrie, plutôt en électrostatique. Donc si vous connaissez que les propriétés des champs sur les plans eux-mêmes, ben, ça ne suffit pas toujours. Il faut aussi être capable de comparer les champs E, les champs B, en deux points symétriques, soit par rapport à un plan d'antisymétrie, soit par rapport à un plan de symétrie. Hein, il faut quand même savoir tout ça. Mais quelles sont les propriétés les plus importantes? C'était E appartient à un plan de symétrie en tout point. E est perpendiculaire à un plan d'antisymétrie. Et regardez comment c'est facile à retenir les conclusions. Pour B, c'est le contraire.